Bonjour, c'est une grande première cette année, une grande première universitaire. On peut apprendre le métier de détective en allant sur les bancs de la fac. Et oui, sur les bancs de la fac de Paris 2 Assas, une annexe qui est installée à Melun. On en reparlera tout à l'heure, on donnera tous les détails sur la formation, mais sachez qu'il existe aussi depuis 2 ans une filière de formation, un institut de formation qui s'appelle l'IFAR et qui dispense lui aussi des cours de filature, des cours de technique de renseignement, d'investigation, des cours de droit pour devenir donc détective ou encore agent de recherche. Parce que ce métier n'existe pas seulement dans les livres ou au cinéma, ça n'est pas du tout une profession imaginaire, bien au contraire. Mais alors qui sont aujourd'hui les Sherlock Holmes, les Poirot, les Chester Himes et autres Nestor Burma? Quels sont leurs types de clients? Quel est leur type d'affaires? Quelle est leur rémunération? Combien ça coûte de faire appel à un agent de recherche? Quel est le statut de cette formation, de cette profession? On va parler de tout ça avec vous. Roger Marc Moreau, bonjour. Bonjour. Vous avez 42 ans, vous êtes détective ou plutôt donc agent de recherche puisque c'est la nouvelle qualification de cette filière. J'ajoute que vous êtes porte-parole de la, je cite, CNDEP, c'est-à-dire Confédération nationale des détectives et enquêteurs professionnels. Vous êtes installé à Chalon-sur-Saône. Oui. Vous avez l'une des 1500 agences françaises. Combien de professionnels en tout ça représente en France? 2500, 3000. Ouais. Voilà, le compte est difficile à faire exactement. Vous vous êtes fait récemment connaître particulièrement parce que vous avez repris l'enquête sur l'affaire Omer Haddad de A à Z. Pendant 3 ans, vous avez tout refait. D'ailleurs, c'est contenu dans un livre qui vient de sortir, qui est titré Omar Haddad, contre-enquête, pour la révision d'un procès, manipulé parce que votre travail va servir de base à la requête qui va être déposée par Maître Vergès dans quelques semaines, je crois, pour une demande de révision du procès. Oui, Maître Vergès va déposer une requête en vue de la révision du procès de M. Omar Haddad avant Noël, en tout état de cause, certainement à la fin du mois de novembre. Alors ceci nous indique que vous travaillez quelquefois à la demande des avocats. Là aussi, on y reviendra tout à l'heure. On donnera des tas de renseignements sur cette profession. Mais revenons un peu à votre itinéraire. Vous avez donc 42 ans. Vous faites cette profession depuis que vous avez 21-22 ans. Vous aviez fait des études de droit. Et très vite, vous avez eu une réussite qui vous a marqué à l'époque. Parce que c'était une affaire difficile. Oui, il y a des affaires qui nous tiennent un petit peu plus à cœur que d'autres. En l'occurrence, alors que j'étais jeune débutant, on m'a confié une affaire qui consistait à retrouver une enfant qui avait fait l'objet d'un enlèvement. La gendarmerie nationale avait enquêté pendant 3 années sans aboutir. Et la famille était désespérée, le père ne dormait plus, le petit frère en était tombé malade. Et puis, on m'a confié cette mission et en 3 semaines, j'ai retrouvé la petite fille à Draguignan. En 3 semaines? C'était pour moi déjà, ça a été encourageant. Ouais. Et cela m'a donné envie de continuer dans cette voie. Et tout de suite, vous avez mis quoi au service de cette recherche? Votre instinct? Parce que, bon, à 21-22 ans, on n'a pas l'expérience encore. Eh bien, il faut peut-être croire que j'étais fait pour cette profession. Ouais. J'avais les qualités requises. Citez-nous 2-3 qualités. Ouais. Oh bien écoutez, il faut d'abord, pour exercer cette profession, avoir une solide formation juridique. Il faut également avoir un réel sens de la psychologie. Il faut connaître parfaitement les techniques d'investigation. Et puis, suivant les spécialisations, mais il faut avoir des connaissances en informatique, en électronique ou en criminalistique. C'est une profession où on ne s'improvise pas, hein. C'est pas seulement à l'instinct, mais on en parlera encore tout à l'heure. Je vous propose d'abord de voir avec nous ce film, Les Rouletabille du Macadam, un film signé Olivier Morel et Jean-François Giré, et qui dresse le portrait de quelques détectives plus ou moins emblématiques. On verra ça avec vous tout à l'heure. On regarde le film, on se retrouve après, Jean-Roger Marc Moreau. You wanted to see me? So you're a private detective? I didn't know they existed except in books, or else they were greasy little men snooping around hotel corridors. Caboussé Pierre, détective privé depuis 1968.
À toi. Très bien compris, à toi. Pour l'instant, ça bouge pas. Tu fais attention, hein. À toi, terminé. Ouais, j'écoute. Bon, la surveillée, elle sort du C2. C'est le bâtiment C2. Ok, tu me rejoins la voiture. Je la vois, elle arrive derrière, là. Hein. Ma première mission s'est très bien déroulée. C'était une petite filature à pied, hein, dans les rues de Paris, métro. Pas de problème, je l'ai amené à bien. Et c'est comme ça, j'ai vu dès ma première mission que j'étais assez doué pour faire ça. J'ai senti que j'avais le sens inné de faire ce travail. Parce que j'avais lu dans ma jeunesse le périodique qui s'appelle Détective. Et je voyais des publicités d'ailleurs, devenez détective. Alors, j'ai fait mes premières armes dans une agence parisienne et ensuite j'ai travaillé pour un ancien policier qui était le premier policier de France. Et puis, un jour ou l'autre, je me suis mis à mon compte, quoi. Vu que je n'avais pas des gros moyens financiers, j'ai décidé d'exercer en profession libérale comme un docteur chez moi. Quand j'ai démarré, j'étais au-dessous du SMIC. Moi, j'attendrai près de la voiture. Ok. Je pense que c'est une sorte d'aventure. J'aime beaucoup l'action. Et je pense que dans le métier, les formes d'action sont très variées. Il aidait sa mère, il faisait des filatures. Et bien souvent, madame, devant les vitrines, heureusement que le fils était là, elle disait, maman, la dame s'en va. Le risque, c'est le piment de sa vie. Vous savez, c'est un genre Belmondo, un genre Le Luron, un genre Gainsbourg. C'est pour ça que c'est des grands timides qui attaquent tout le temps. Je suis un timide, comme moi. Ils sont timides, ils attaquent. Je suis un timide, moi. Viens, je vais te faire voir. Hyper. On dirait pas, hein, sensible et hyper timide. Alors ils attaquent. Tandis que Christian, non, c'est le calme, le réservé, le pacifique. Papa, bon, bah, il est chiant. Et pas parce qu'à chaque fois en bagnole qu'il est avec son père, non, prends cette route-là, prends l'autre et tout, l'autre il connaît mille fois mieux. Non, mais c'est au départ. Il n'arrête pas de jacter. Il faut pas croire que n'importe qui fait une filature, c'est pas vrai. Ça y est. Tiens, mais c'est lui ça? Ouais, oui, ouais. c'est lui. Bon, c'est bon, je l'ai. Quelle heure est-il, Delta? Il est 11h. Ok, bon, bah, je vais sur la moto, je vous laisse là. Hein. Bon, on se parle par talkie-walkie. Hein. D'accord. Moi, je pense que la meilleure des filatures, ça fait à deux. Ça, on faisait une filature pour un adultère. Bon, alors, ils avaient pris un bateau. Et puis nous, on a dit, bon, ben, on va les suivre, on va voir où ils vont. Et puis ils avaient deux petits-enfants plus âgés que Christian. Puis ils ont été au jardin avec Clémentation, on les a suivis. Le môme était ravi. La meilleure des enquêtes, c'est la filature. Pourquoi la filature?
Parce que vous me faites enquêter sur monsieur. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, une fois que le copain Poulet a tapé son casier judiciaire, ne peut plus aller bien loin. Bon, vous allez taper sa concierge. Si elle est bien avec lui, à vous dire, monsieur, charmant garçon, vie de famille impeccable. Par contre, si une fois ou deux il a fait peur à son chat, elle va dire, ah, ce voyou, c'est dada. Vous voyez? Je suppose même qu'il doit... vous voyez? Non mais vrai. Oh, mais c'est vrai ce que je vous dis. Alors... Ça, c'est des enquêtes de voisinage, ça? Oui. L'enquête, c'est ça. C'est le voisinage ou les administrations. Vous enquêtez sur un homme ou sur une femme. Vous le prenez le matin à la première heure, 7 h du matin. Vous rentrez chez lui, vous le voyez sortir. Vous le voyez comme il est vêtu, la manière dont il marche, s'il met les doigts dans son nez, quel journal il lit, parce que c'est pas... Alors on voit la tendance, s'il achète le Figaro, s'il achète l'Humain, hein? C'est toujours bon à savoir, on met tout ça. Bon, après vous le voyez aller boire son café, vous voyez s'il l'arrose avec du rhum ou du calva. Bon, vous voyez les cigarettes qui mâchent. Non mais c'est pas tout à fait idiot ce que je dis. Hein. Après, avant d'aller au boulot, il va peut-être faire son petit jeu au PMU. Vous voyez ça pour des comptables ou des trucs comme ça, etc. Ça joue. Est-ce que vous allez apprendre ça par la concierge? Est-ce que vous allez apprendre ça par des copains de travail? Pas du tout. Par le patron du bistrot, on peut apprendre des trucs. Oh, pas du tout, ça parle pas, patron de bistrot. Ça parle pas, les patrons de bistrot? Ou alors faut que vous soyez un habitué. Alors, ça parle pas à un inconnu. Ouais. Oh là là, pas question. Même avec un petit pourboire? Oh, jamais de la vie. Ah mais non, ça jamais. Comme les chasseurs d'hôtel, ça jamais. J'ai été écœuré, dès le départ. Pourquoi? À cause des planques, des longues planques, des heures de planques. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu perds ta vie, tu gâches ta vie. La télé, la radio, les journaux, les romans, ça a sacralisé le métier de détective. Tout le monde se compare à Manix. Alors Manix, il roule dans une voiture extraordinaire, il voit les plus belles filles de la Terre, il a tous les renseignements qu'il veut auprès de tous ses amis policiers, ou bien dans les bas-fonds, parce qu'il a des amis partout. Ce qui fait que tous les jeunes, dans la morosité actuelle, veulent croire plus ou moins à tous ces mirages et veulent entrer dans la profession. Le détective privé héros de cinéma ne serait-il qu'un mirage? Pour confronter le mythe et la réalité d'un métier qui a fait rêver notre enfance, nous avons traqué dans les couloirs du métro et les rues sombres quelques-uns des 2500 Sherlock Holmes made in France et découvert le véritable scénario de leurs aventures quotidiennes. J'avais passé 50 ans et mon mari un jour me téléphone pour me dire écoute, j'ai rencontré une autre femme et c'est terminé. Alors là, j'étais complètement désespérée. Je ne savais que faire. Et moi, j'aimais mon mari. Hein, c'était mon mari. Et je l'aimais. Alors, j'ai vécu avec mon angoisse et puis ma peine pendant je ne sais combien de temps. Et un jour, j'ai décidé de me venger. Et je me suis dit, c'est peut-être la seule solution pour moi, c'est de prendre un détective. Comme ça, j'aurai l'adresse et je pourrai aller là-bas me venger. Soit en parole, soit une paire de claques. C'est elle, monsieur Thomasian? Oui, c'est elle qui monte dans sa voiture. Cette personne, nous ne la connaissons pas du tout, nous n'avons pas de photo de cette personne. Mais nous savons par l'intermédiaire de son mari qu'elle a telle et telle voiture. Et effectivement, quand ils viennent me voir, il faut savoir les prendre, les clients. Il faut rentrer dans leurs problèmes. Et il faut qu'eux, ils sentent que nous sommes un confident, qu'ils peuvent se confier. Bon, et ce qui est curieux, c'est que chez moi, ils se libèrent totalement. Il n'y a pas d'appréhension, c'est très rare. Il a été un réconfort parce que je pouvais lui raconter mon histoire puisqu'il en avait besoin pour faire son travail. Donc, en fait, je pense maintenant, avec le recul, que de lui raconter mon histoire, en même temps, ça
Ça m'a libérée. J'aurais pu raconter ça à un psychologue, peut-être, j'aurais pu raconter ça à... Mais là, ça se trouvait que je pouvais raconter mon histoire. J'interviens un petit peu, vous savez, comme les curés, finalement, les prêtres. Vous savez, dans le confessoir. Bien sûr, après, ils restent sur le terrain, le travail. Ah, elle tourne à gauche. C'est un garage? Oui, elle va dans une voie sans issue. Alors là, nous allons nous mettre sur le côté pour voir ce qu'elle fait. Mais nous ne pouvons pas y aller parce que c'est une voie, un parking privé. Et si nous rentrons dans le parking privé, nous risquons de nous faire repérer. Il semblerait qu'elle soit assez méfiante. Dans notre job, la femme, elle est plus passionnée que l'homme. C'est pour ça que j'ai les femmes, parce qu'elles sont finalement plus jalouses que les hommes. Oh, il y a tout. Le mal, la colère, vindicative, toujours. Et ça vous fait mal. Vous avez passé toute une vie, vous avez passé votre jeunesse, tout ce qui était toute une vie, et puis d'un seul coup, c'est terminé. On a eu une filature, enfin une femme est venue nous proposer une filature. Il fallait suivre son chat puisque c'était son mari qui avait été réincarné en chat et il fallait le suivre. Je dois dire que ça n'a pas été facile. La voilà qui ressort et elle va passer devant nous. Aïe aïe. Donc nous reculons. Vous avez vu, elle est passée devant vous sans nous regarder. Aïe oh là. Ah, il faut prendre des risques en voiture. Hein. Vous voyez, elle est très très méfiante et elle était dans ce parking pour voir si elle était suivie. Vous voyez, elle est très nerveuse, elle a failli rentrer dans l'autre véhicule. Je travaille avec 80% d'anciennes clientes. You're not very tall, are you? Well, I tried to be. Not bad looking. Oh, you probably know it. Thank you. J'ai eu une fois une cliente qui m'a payé pendant plus de 2 ans. Et toujours pour le même motif, mon mari va me tuer, etc. Venez vite, protection. Alors j'étais tout le temps chez elle, je l'accompagnais au tribunal, je faisais ceci, je faisais cela. Une fois, elle va s'amuser, si vous voulez, je me souviendrai toujours, en plein été. Elle m'invite à prendre un pot dans son pavillon. Elle monte au premier étage se changer, elle redescend en chemise de nuit. Avec ses gros lolos, c'était pire que Brigitte Bardot. Hein? Et elle s'est amusée à passer sa serpillière, voyez-vous, pour me montrer son anatomie, voyons, en disant, vous voyez, ils sont là, ils sont beaux. Hein? Bon, et je n'ai même pas eu la tentative. C'est-à-dire, voilà, au bout de 15 jours, donc le rapport étant presque terminé, il m'a invité à dîner à l'Hippopotamus à l'Opéra. Et donc là, j'étais plus cliente et lui détective, on était amis, quoi. Donc il m'a mis en confiance et là, il m'a proposé de... Alors, vous voyez, par exemple, celui-là, Peter Flack, il joue le rôle que moi, j'exerce dans la vie professionnelle. C'est-à-dire, c'est le privé de ces dames. Alors après, j'ai réfléchi, puisqu'il demandait le divorce. Eh bien, je vais faire un constat d'adultère. Et allez-y, monsieur. Qu'est-ce que tu fais là? Allez-y. Et allez-y, monsieur. Allez-y. Ton mari? C'est lequel? Allez-y. Ah, Il y a eu des constats qui se sont faits, pas dans la violence, mais dans le bruit, dans le vacarme, que les gens ne voulaient pas ouvrir. Alors, à l'époque, le commissaire de police frappait, réveillait tout l'immeuble, etc. Comme il ne voulait pas ouvrir, le serrurier venait et puis tapait, etc. Bon, il y a eu ça. Il y a eu des constats où l'homme ou la femme disait « Ah, enfin, vous voilà !» et débouchait une bouteille de champagne pour dire « C'est vrai !» D'autres fois, ça se passait moins bien et il fallait chercher l'amant un peu comme d'habitude, comme on le voit dans les vaudevilles ou dans les placards, dans les armoires ou sur le balcon en train de se geler. Tout n'est pas inventé dans ce domaine, ça existe effectivement.
En regardant le lit, on sait si l'homme a couché à droite ou à gauche et si la femme a couché à droite ou à gauche. Ou on sait si c'est 2 hommes ou 2 femmes qui ont couché dans le même lit. Comment vous savez ça? Alors, c'est une petite combine, c'est-à-dire que la femme et l'homme ne plissent pas les draps dans le même sens. L'un les plisse en large et l'autre les plisse en long. Et on se sent pas mal à l'aise? Oh, pas du tout, pourquoi? Bah, vous défendez la veuve et l'orphelin. Attention, pourquoi on fait ça? C'est pour un dossier. Bon, mais là, c'est vraiment l'intrusion dans la vie privée. Ou quelle vie privée, vous plaisantez ou quoi? Oh, Laura. C'est pas la vie privée, Bon. 2 amants dans un lit? Est-ce qu'il y a un procès ou il n'y a pas un procès? Est-ce qu'il y a une procédure ou il n'y a pas de procédure? Vous devez apporter des éléments. Alors vous allez dire, ah ben je suis pas content parce que, ah non, il n'est pas gentil à la maison. Ben non, il faut dire apporter des preuves. Je suis cocu. Pointe à la ligne. Il y a tout un courant de décisions de justice qui admet parfaitement que un rapport d'un détective peut constituer un mode de preuve. À chaque fois qu'on a refusé qu'un rapport de détective soit considéré comme une preuve valable, c'est parce qu'on a estimé que le détective a été payé par son client et qu'à partir de là, il avait manqué d'objectivité. Parenti Jean-Jacques, 45 ans, qualité, directeur d'entreprise. Depuis que l'on divorce par consentement mutuel et que l'adultère n'est plus un délit pénal, les affaires privées ne suffisent plus à nourrir les 1200 cabinets de détectives français. Jean-Jacques Parenti, qui dirige l'un des plus importants, s'est associé à 2 sociétés spécialisées dans les renseignements commerciaux et le recouvrement de créances et qui chaque jour lui confient des affaires. Depuis combien de temps est-elle partie sur cette adresse? Dans les affaires industrielles, il y a plusieurs types de travail. C'est-à-dire que nous allons faire des travaux d'investigation pour faire de la recherche de personnes parties sans laisser l'adresse, des solvabilités au niveau des entreprises, et aussi un travail qui est à l'heure actuelle en voie d'évolution, malheureusement avec je vais dire un mot un peu, je ne devrais pas dire, mais le sida économique qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui est espionnage industriel. La contremarque et la contrefaçon sont la maladie du siècle pour tout ce qui est grosse société de marque. Et notre société a axé depuis 7 ou 8 ans sa politique sur ce genre de problème. Le cabinet Borniche a été créé en 1956 par une autorisation du ministère de l'Intérieur donnée à mon père lorsqu'il a quitté la police nationale. Il a donc exercé son activité de 1956 à 1975, date à laquelle il a cessé puisqu'il a commencé à écrire ses bouquins. J'ai donc personnellement repris son cabinet en 1975 et j'exerce toujours actuellement. Nous sommes spécialisés dans les enquêtes financières et les enquêtes portant sur la fraude aux assurances. Donc tout ce qui est escroquerie, tentative d'escroquerie aux assurances et tout ce qui est fraude financière, escroquerie aux banques, mais également les recherches de débiteurs et les enquêtes de solvabilité. Alors c'est un véritable jeu un jeu de piste que de remonter la filière pour essayer d'identifier les biens que le créancier pourra saisir. État civil, registre du commerce, hypothèque, cadastre, liste électorale, déclaration fiscale. Il existe une pléiade d'informations auxquelles tout à chacun peut avoir accès auprès des administrations. Christian Borniche arpente chaque jour les couloirs des mairies et des tribunaux à la recherche d'un indice. Spécialiste des procédés télématiques d'investigation, il a créé le premier service Minitel d'information sur la profession. 3615 code APR, agent privé de recherche. Écoutez, c'est pas la peine, il faut gagner du temps maximum. Ce que je crois. Je vous donne là le nom et l'adresse d'une de ses amies. Bon, et vous avez, enfin l'adresse actuelle, la dernière que je connais, sa date de naissance, et je pense qu'avec ces renseignements, vous devez pouvoir trouver quelque chose. La loger, et puis
m'apporter des informations sur l'enfant. Les de l'église recherchent la demi-sœur de leur client qui vient seulement d'en apprendre l'existence. Pour eux, l'enquête commence par les moyens légaux d'investigation, une visite à la mairie de son lieu de naissance. Nous les avons accompagnés à la mairie du 18e arrondissement à Paris pour savoir comment les détectives étaient reçus dans les administrations. Oui. Madame, bonjour. Je recherche une personne qui serait née en 64. Et oui, vous êtes qui? Alors, je suis détective professionnel, voilà. Et vous voulez un acte de naissance? Ouais, un acte de naissance, voilà, c'est ça, oui. C'est ça? Mais là, elle a même pas été pointée. Il faut une autorisation du procureur, apparemment. Non, alors écoutez, vous avez un chef de service, là. Oui. Bonjour madame. Bonjour madame. Nous sommes détectives professionnels et mandatés par une personne pour retrouver sa demi-sœur. Bien. On a cette tarif Véronique, on nous répond la première fois qu'il n'y a pas droit et puis que la deuxième fois il faut s'adresser au procureur. On vous répond la même chose, mais vous avez... Alors je vous dis ceci, d'après la loi, le décret 68-148 du 15 février 68, les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant des extraits des actes de naissance et de mariage. Nous, quand on vous présente, on nous menace, on nous présente des cartes. Non, on ne vous menace pas, madame, ne confondez pas. Si, parce que là, vous êtes en train de vous exciter. Hein. Bon, alors moi, je voyais, on va regarder dans la rue, hein, que de vous répondre. Hein. Je ne vous m'excite pas, je suis très correct au contraire. Je n'ai pas dit que vous étiez correct, j'ai dit que vous commencez à nous dire, madame, vous connaissez la loi. Bon, bien sûr que je la connais autant que vous. Bien, c'est très bien alors. Bon, alors on vous fait un extrait sans filiation, c'est tout. Alors voilà. Écoutez-moi bien. C'est pas parce que vous êtes détective non, mais je sais pas si on est... que ça vous donne le droit d'avoir... Non, mais je n'ai pas le droit, je vous le demande. En France, vous savez, on n'est pas tellement aidé, il faut reconnaître. Vous allez à la mairie, le trois quarts du temps, on vous demandez un renseignement sur un état civil qui est autorisé d'après le décret, je n'ai pas dans la tête, mais enfin, ils sont tenus à vous donner les renseignements, eh bien les gens, ils ont des prérogatives, il n'y a rien à faire. C'est cloisonné tout ça. Vous allez à la poste, c'est cloisonné aussi, vous allez à la sécurité sociale, c'est cloisonné. Personne veut, vous voyez, c'est des... Les banques, c'est cloisonné. Les banques, c'est cloisonné aussi. Pourtant, il y a des escroqueries qui se font pour retrouver, mais c'est époustouflant. Pour arriver à bosser, il faut un copain dans chaque administration. Il faut des relations, il faut beaucoup de relations. Il existe effectivement des contacts à des niveaux très divers d'ailleurs, généralement subalternes, qui permettent au privé de se procurer quelques renseignements qu'il ne peut pas avoir, lui, étant démuni de tout pouvoir pour aller jeter un regard, je ne sais pas, sur par exemple le fichier des automobiles, hein, que ce soit celui des automobiles volées ou bien celui des immatriculations nationales. Et il est évident que la connaissance là d'un policier, quel que soit son rang, un inspecteur, il suffit largement, peut lui permettre d'identifier le propriétaire d'une voiture qu'il a repérée comme étant probablement impliqué dans l'histoire dont il est chargé. Dis donc, j'ai une petite enquête à faire là, à retrouver une nana qui aurait séjourné à Courbevoie à 63. Tu peux regarder si des fois tu vois une trace quelconque. Vous avez appelé qui? Ah, mais... une de mes antennes. On ne fait pas une enquête sans antenne. Il est vraisemblable que dans certains cas, ce genre de renseignement se fait payer. Il y a une espèce de marché de renseignement que personne ne contrôle. Les services de l'inspection générale des services de la préfecture de police et du ministère de l'Intérieur en sont bien conscients. Mais c'est du renseignement qui se fait de bouche à oreille, qui ne laisse aucune trace. Depuis le début, je vous ai dit qu'il fallait être introduit dans le milieu policier pour avoir des renseignements. Et ça, tant pis, arrivera ce qui arrivera. Si vous passez ça à l'antenne, j'en ai rien à faire. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas d'autre. Alors vous utilisez les poulets à la retraite. Bon, si en revanche un policier prend l'habitude de rendre des services en échange d'espèces sonnantes et trébuchantes, bon, ça devient ce qu'on appelle de la tricoche. Tricoche. Ah non, jamais. Tous nos amis ne veulent jamais un retard. C'est uniquement par amitié qu'ils font ça. Ou alors on leur offre des caisses de champagne, du vin, mais jamais ils ne veulent d'argent. Tous nos grands amis
commissaires et compagnie ne veulent jamais d'argent. Ça, ils ne veulent pas se mouiller pour du fric. Le propre du détective, c'est finalement avoir un certain nombre de tricocheurs là où il faut, quand il faut. Oui, bien sûr. Et c'est comme ça qu'il deviendra un grand détective privé. Nous nous maquillons, nous nous habillons, et si nous filons, à nous le pompon, on est sur la piste les premiers, nous sommes les fins limiers. Limier. 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 Cet homme est le gérant d'une agence immobilière dont le chiffre d'affaires est en chute libre. Depuis 7 heures du matin, il est traqué par Madeleine et Gérard qui vérifient son emploi du temps. Pour 5 000 francs hors taxes, plus les frais, son patron va découvrir, photo à l'appui, qu'il délaisse son bureau l'après-midi pour s'adonner à sa passion des courses. Vous suivez quelqu'un, dans la mesure où vous le suivez ou même où vous le photographiez sur la voie publique, il n'y a pas de problème. Mais si vous maintenez votre filature jusqu'à l'intérieur de son domicile, et si a fortiori vous pénétrez dans ce domicile par des moyens illégaux, déjà vous tombez sous le coup de la loi par rapport à une violation de domicile, et ça c'est une infraction pénale. Et ensuite, si vous photographiez, si vous enregistrez, ou si vous interceptez des communications téléphoniques d'ordre privé, tout ceci dans un lieu privé, vous tombez sous le coup de la loi. N'importe qui tombe sous le coup de la loi, et donc aussi le détective. Je vous dis, j'ai piégé en laissant traîner un micro, vous voyez ce que je veux dire, dans un endroit très favorable. Alors là, on tombe carrément dans le domaine du délit d'atteinte donc à la vie privée et au secret des communications téléphoniques, et qui sont des affaires carrément pénales. Je crois que c'est à peu près les infractions les plus courantes que se voient reprocher les privés. On m'a demandé aussi de faire des installations téléphoniques. J'ai dit c'est interdit. Mais là, je vais passer pour un rigolo, mais c'est la vérité. J'ai dit c'est interdit ça. J'ai dit, vous, essayez de le faire vous-même si vous pouvez. Il y a des gadgets qui sont en vente. Faites l'achat et faites l'installation vous-même. Bonjour. Bonjour, je viens chercher le matériel. Oui, je vous en prie, suivez-moi. S'il vous plaît. Alors ce stylo comporte un micro-émetteur qui est alimenté par 3 piles 1,5 V. Il a une portée de 300 mètres. C'est vraiment le nec plus ultra des espions. Derrière ce petit trou se dissimule le micro qui équipe le magnétophone de cette attache-caisse. Bien sûr, rien n'est apparent. Et derrière le rabat, on trouve toute l'électronique de la mallette, c'est-à-dire un magnétophone à déclenchement vocal, un micro amplifié. Alors vous m'aviez demandé également une triplette émettrice. Cette triplette émettrice est équipée d'alimentation 220 volts, d'un émetteur et d'un micro espion. Branchée sur une prise de courant, elle vous retransmettra tous ces sons dans une portée de 500 mètres environ. Alors pour l'Infinity, c'est très simple. Je vous rappelle son branchement. Vous ouvrez votre téléphone, vous piquez les 2 petites pinces crocodile sur le fil blanc et sur le fil bleu. Vous placez l'Infinity à l'intérieur du téléphone et vous refermez son capot. Maintenant que l'Infinity est installé, il vous suffit d'appeler votre correspondant. À la fin de la conversation, vous ne raccrochez pas. Avec votre bip que vous plaquez contre votre téléphone, vous bipez pendant 3 secondes. Et à partir de maintenant, vous entendez tout ce qui se passe chez votre correspondant. La réception de ce micro se fait sur une simple radio que nous avons modifiée. Il suffit simplement de chercher la bonne fréquence. Et maintenant, nous pouvons écouter tout ce qui se passe dans le bureau dans un rayon de 300 mètres. Quelle est la clientèle qui achète ce matériel?
principalement à 80% des détectives privés. Et la vente de ce matériel est légale? La vente est parfaitement légale, mais attention, l'utilisation est très réglementée. Quel genre de matériel électronique vous avez? Des micros, des caméras, des choses comme ça? Oui, c'est-à-dire que non, nous n'avons pas de micro. Non. Alors, ce que vous voulez me faire dire, je ne voudrais pas que vous me fassiez dire. Alors ici, alors là, loin de là, nous n'avons pas besoin de ce genre de mission, de faire de l'écoute téléphonique, ça, il y en a hors de question. En revanche, nous avons la chance d'avoir un appareil nous permettant de détecter les micros. Tout à l'heure, vous parliez des micros que l'on a. On a prêté nos appareils à des inspecteurs de police qui ont été très contents de les trouver parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les acheter et puis de les avoir pour faire prouver que, vous voyez ce que je veux dire, des affaires assez importantes de drogue. Voilà, depuis 2 ou 3 mois, je perds un certain nombre de marchés sans explication logique. Je ne sais pas si ça vient de mon personnel ou de la concurrence, mais il y a un problème. Vous m'appelez d'où? D'une cabine, vous savez, j'en suis arrivé à douter de tout, hein, même du téléphone. En ce qui concerne le positionnement des caméras... Là, le client a cerné une bonne partie de son problème. Il s'agit de savoir si ses doutes sont fondés. Alors, on va commencer par le sécuriser et puis lui proposer une détection d'écoute de ses locaux. Bon, vous aviez raison, on a trouvé 2 choses. Un micro sur votre ligne téléphonique et aussi un magnéto dans le faux plafond. Le dimanche après-midi, en quelques heures, le détective installe des caméras dans la cour extérieure et dans les bureaux de son client. Le mardi matin, les premières images parlent d'elles-mêmes. L'entreprise était victime de concurrence déloyale. Un de ses cadres, qui en possédait les clés, passait chaque soir changer la cassette d'un petit magnétophone dissimulé dans le faux plafond du bureau de son patron. Il remettait ensuite les enregistrements à son complice, qui l'attendait dans une voiture garée sur le parking. Le dispositif installé par le détective et son sous-traitant, spécialisé en matériel électronique, a permis de filmer et d'identifier les coupables. Nous subissons la suite des événements graves qui ont été connus à travers la guerre d'Indochine, à travers la guerre d'Algérie, à travers tous les processus de l'OAS, etc., etc. Et tout cela a créé toute une espèce de faune qui ne fonctionne qu'à l'espionnite. Ce sont ces gens qui posent des micros, ce sont ces gens qui utilisent le gadget pour travailler, ce sont des gens qui ne voient que la filature, le tuyau, le rendez-vous au coin du bar, la filature, la surveillance dans des camionnettes plus ou moins masquées, les pièges que l'on tend aux gens par des appels téléphoniques pour les faire venir à un endroit pour pouvoir leur tirer le portrait. Enfin bref, si vous voulez, toute cette espèce de folklore issu en fait des barbouzes. Et malheureusement, notre profession est marquée par un certain nombre de personnages qui travaillent de cette manière-là, et par-dessus le marché, ces gens-là, qui ne sont pas le plus grand nombre, fort heureusement, donnent l'image de notre métier d'une manière négative. Mais moi, je connais des gens qui sont mandatés par des juges d'instruction, qui passent par la gendarmerie, qui viennent les contacter pour piéger les gens au téléphone, sur commission rogatoire. J'en connais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces gens-là? Ah ben, j'ai à cœur de me dégager de cette image du détective parce qu'elle m'empoisonne. En ce sens, si vous voulez, que systématiquement les gens partent du principe que c'est une profession de truand. Alors, il existe par ailleurs ce qu'on appelle les clandestins. C'est-à-dire des gens qui vous mettent des petites cartes de visite sur votre pare-brise de voiture ou dans votre boîte à lettres et qui ne sont déclarés nulle part, ni aux impôts, ni à l'URSSAF, qui ne payent donc pas de charges sociales et qui nous font une concurrence que l'on peut considérer comme déloyale. Concurrence d'ailleurs illégale, puisqu'ils ne sont pas non plus déclarés en préfecture. Maintenant, vous trouvez des détectives partout, même dans les petits bleds de campagne les plus reculés, et ils font 3
Il pratique 3 activités. Il y en a un qui peut faire le marchand de meubles, réparateur automobile, et le détective à ses moments perdus. Et c'est vrai, ça existe. Ça, c'est un monsieur qui est bénévole. Je pense qu'il a eu des nouvelles des services fiscaux, sans doute. En tout cas, il m'écrit « Monsieur le Président Forget, depuis le 6 avril 1977, j'exerce à titre de bénévolat la profession d'agent privé de recherche. Je vous demande de m'envoyer la carte du syndicat et un adhésif pour coller sur la vitrine de mon bureau et le dessin de l'aigle impérial, pardon. Merci d'avance, monsieur. Veuillez croire, monsieur, mes respectueuses salutations. » C'est un détective déclaré en préfecture qui a un cabinet, comme il le dit lui-même. Mais ce qui, en revanche, est tout à fait regrettable, effectivement, c'est que les pouvoirs publics ne se soient jamais penchés sérieusement sur un statut de cette fonction, et qui reste donc par là même un peu nébuleuse et un peu suspecte. Hein, il n'y a pas de véritable, il n'y a pas de diplôme. Tous les diplômes qui existent et dont quelques officines se vantent sont des diplômes bidons, qui n'ont aucune signification. Vous avez à recueillir des éléments de moralité sur telle ou telle personne. Et à cet égard, quelques techniques simples, j'allais dire. Il suffit quelquefois de se faire passer auprès des parents pour l'ancien copain d'école, l'ancien copain de travail, ou tout simplement l'ancien copain de régiment. Et je me souviens un jour d'une... Je pense d'autre part qu'il y a eu des abus très graves par certaines écoles qui, sous prétexte de stages de formation de personnel, ont fait travailler des gens dans leur cabinet sur des affaires, en oubliant naturellement de les payer, non seulement, mais en plus en les faisant payer pour travailler. Je peux vous dire et vous assurer que nous n'utilisons jamais, mais vraiment jamais, de stagiaires de l'école pour effectuer nos missions. Ces mêmes stagiaires positionnés dans la réalité des faits pourraient mettre en danger nos missions, donc nos enquêtes. Je vais vous indiquer une personne, vous embrayez. Si jamais il y a une embrouille, si jamais j'estime qu'il faut arrêter la filature parce que la personne est dangereuse, je vous ferai passer le mot. Bon, de toute façon, ça part mal. Ça part mal. Vous êtes groupés. Alors je suis obligé de m'énerver un petit peu. Madame Lévy, vous êtes au milieu de la route. Vous n'avez rien à faire au milieu de la route. Il y en a qui courent, il y en a qui se touchent même carrément. Alors là, on rêve. Hein? Alors, on reprend. Au risque de me répéter, on utilise les obstacles intercalaires. On ne court pas. D'accord? On ne se connaît plus. Là, je vous dis, hein, vraiment, ça c'est mon rêve absolu, franchement, de devenir détective. J'ai été menacé pendant 48 heures de retrouver la tête de mon fils et celle de ma femme dans la poubelle de mon immeuble. Avec les communications téléphoniques. Bon, même si ça paraît quelque chose d'un peu énorme, je vous assure que ce sont des moments qui sont difficiles à vivre. Enfin, c'est ce métier qui veut cela. Ah oui, alors il était à l'hôpital, le volant dans la poitrine, la pipe dans la bouche, plus de bagnole. Heureusement qu'elle était dans la bouche. 5000 bornes, elle était neuve, monsieur. On a dépensé je peux dire, pas loin du milliard en voiture. La vérité, c'est que si on est encore intact comme ça, à peu près intact, c'est qu'on a quand même eu de la chance et puis Dieu existe. Attention, je vous signale quand même que je peux être un homme très très dangereux, mais et vous savez que quand même je suis marié, que je suis père de famille, etc. Je ne tiens pas, je suis là pour gagner ma vie, etc. Mais je peux quand même, c'est dommage que je ne l'ai pas, avec un simple stylo, c'est une arme de défense. J'ai fait du close combat, qu'on apprend dans les commandos. Un simple journal, un François, c'est une arme de défense. Ah bon? Je n'en dis pas plus. Mais avec un François, je tue une personne très facilement. Vous êtes armé quand vous sortez comme ça dans les rues la nuit? Armé? Oui. Mais non, nous ne sommes pas à Chicago, non. Un agent privé de recherche
n'a pas plus de droit à porter une arme, et même de la 6e catégorie, même une matraque, qu'un citoyen ordinaire. Est-ce qu'il arrive parfois, Claude Torel, que des clients viennent vous trouver pour des raisons criminelles? Ah oui, ça arrive. Le style du type qui vous fait faire une enquête. Bon, l'enquête débouche sur un adultère. Et le client vous dit, bon, bah écoutez, maintenant ce qu'il faudrait, c'est liquider ma femme. Alors, au départ, on fait semblant de ne pas comprendre. Quoi. Liquider, mais liquider comment? Ah bah physiquement, le mieux, vous me la plombez. Non, ben ça c'est baratin. Ceux qui vous ont raconté ça, alors ramenez-les-moi. Hein. Là, je leur file une claque dans la figure. Non, ce qu'on nous demande quelquefois, ça m'est arrivé pas souvent, moi, 3 ou 4 fois, ça m'est arrivé en plusieurs dizaines d'années d'exercice, c'est de trouver un playboy ou bien une belle fille pour filer dans les... Vous voyez? Ou de trouver quelqu'un pour pénétrer dans un pavillon ou un appartement, etc., pour aller piquer des papiers ou des trucs comme ça, vous voyez? J'aimerais bien savoir combien se font les privés aujourd'hui. 150 $ à peu près, par jour? Plus les frais, bien sûr. C'est un joli salaire, sauf si on travaille seulement 4 jours par an. Il faut savoir que la moyenne d'un fileur qui travaille bien, il va faire 20 000 francs par mois. Il ne va pas faire plus de 20 000 francs par mois, c'est faux. C'est une ineptie, c'est un gars qui travaille bien. Dans des cabinets, attention, dans les cabinets sérieux, c'est-à-dire que si nous payons tout, si nous réinvestissons en pub, en tout ça, bon, les directeurs de cabinet, s'ils font réellement, qui travaillent avec des entreprises, je ne parle pas de noir où le gars se mettrait du noir dans la poche. Hein. Des gens comme nous qui travaillons avec des entreprises, on ne peut pas faire de noir. Bon, si on fait 30-35 000 francs, c'est le bout du monde, il ne faut pas se leurrer. J'ai des honoraires qui sont de l'ordre de 5 000 francs par jour. Si vous faites le compte sur 20 jours d'activité, ça fait 100 000 francs par mois d'honoraires. Là-dessus, je paye mon téléphone, mon électricité, etc. Je compte en plus les frais de déplacement aux clients. N'importe qui ne peut pas s'offrir les services d'un détective. Ça coûte très cher. Puis vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai mes pauvres. Ça reste une profession où, quand on travaille, on gagne bien sa vie. Évidemment. Mais les cabinets dont vous me parlez, là, ce sont des cabinets où on va par la publicité, on n'y va pas sur recommandation. Alors, qui dit publicité, dès que vous avez le bon homme ou la bonne femme devant vous, eh bien, on leur demande de payer d'avance. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il me fait tout répéter. Hein. Ah oui, tout à l'heure, ça tournait pas. Ouais, mais les pieds, ça tournait pas. On leur fait tout payer d'avance. Et on leur donne le rapport qu'on veut après. Parlons-en de ton métier, une vie privée, fumisterie. Le travail que t'offres Nick, au moins ça. J'en veux pas de son boulot de merde. Pas plus que je ne voudrais de ton boulot. Ce que je fais, au moins, j'aime le faire. Tu fais quoi? On te propose des enquêtes embêtantes, banales et sordides, et toi tu les acceptes comme s'il fallait. Oh, arrête ce vacarme! Oh, bravo. Ah bon? Ah ben je découvre une belle recette là. Quel beau gâteau. 50% des détectives, ils ont une vie de famille un petit peu éclaboussée par le fait que c'est difficile. Hein. On peut pas... nous autres, c'est un travail qu'on effectue 24 heures sur 24 en fait. Enfin, pour le vrai détective, je parle, le vrai détective, il a la passion du métier, donc ça passe avant la vie de famille. Autrement dit, ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre sans votre métier? Moi, j'aurais du mal. Hein. La preuve, c'est que je ne prends pas de vacances à cause de mon métier. C'est que je ne sors jamais à cause de mon métier. Ma femme sort, ma femme va en vacances. Moi, non. Je ne fais même pas des mariages à cause de mon métier. On s'est mariés, je l'ai connu en 42, j'avais 17 ans et lui 19. Oh mais le meilleur souvenir que j'ai, c'est quand tu m'as entraîné à l'hôtel la première fois. C'est Chambéry le meilleur souvenir. C'est pas l'Égypte parce qu'ils y ont été 7-8 fois, j'ai pas voulu y aller, il faisait trop chaud. Là, vous savez que je vais les rejoindre en avion partout. Mais blague à part, vous êtes ensemble depuis quand? 47 ans. Vous pouvez marquer sur votre truc, on a vécu 10 vies dans une. Depuis ma plus tendre enfance, je voulais être policier. Parce que
j'ai la prétention de dire qu'ayant la foi comme je l'avais, je serais devenu quelqu'un dans la police. J'ai connu toutes les brigades, depuis le proxénétisme jusqu'au stup, et les call girls, les trucs comme ça, etc. Oh oui, je peux dire pendant au moins 20 ans, j'ai fréquenté le 36. Pourquoi j'ai fréquenté? Parce que j'ai fait copain avec tout le monde. Là-bas, on m'appelait Napoléon d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je ressemblais à Bonaparte plutôt qu'à Napoléon. J'avais la satisfaction qu'ils m'acceptent parmi eux, tout en étant un privé. J'avais la satisfaction de les avoir à déjeuner de temps à autre. Après un bon constat, on allait au Soleil d'Or, on allait se faire un bon petit casse-croûte à 7h du matin, 7h30. Bon, puis c'était tout. C'était la convivialité, c'était la joie de vivre, c'était du travail bien fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé par rapport à tout? Les clients, les cabinets, la vie. La vie, voilà, c'est tout. Le mythe du détective a vécu. Pour s'attaquer au marché potentiel de la clientèle industrielle et commerciale, les privés vont devoir troquer la gabardine et le chapeau mou contre un alphapage et des correspondants en Europe. Au 302 de la rue des Pyrénées, le téléphone ne sonne plus. Le privé de ces dames a mis la clé sous la porte et s'est recyclé dans un emploi stable et mensualisé. Il assure désormais la protection rapprochée d'un industriel de la région parisienne.